Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale. En effet, il s'agit de notre deuxième collaboration. Cette fois-ci, nous avons la chance de tourner avec une médiatrice scientifique, docteur en biologie, Tania Louis. Bonjour Tania. Bonjour les filles. Tania, pouvez-vous nous dire quelle est votre spécialité? Ma passion, ce sont les virus. Mais j'ai une spécialisation plus générale en biologie cellulaire et moléculaire. J'ai toujours trouvé fascinant d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des êtres vivants, mais à des échelles minuscules. Bonjour. Ah, Léa, tu as réussi à nous rejoindre. J'espère que cette fois-ci, Shannon le père ne va pas nous déranger. Oh non, elle est partie je ne sais où, toujours à la recherche d'Antoine Olo Garcia. Bon, Tania, entrons dans le vif du sujet. Je crois que vous voulez parler de l'ADN. Oui, tout à fait cela, Tania. Pouvez-vous d'abord nous rappeler ce qu'est l'ADN? Ah, l'ADN. Pour commencer... Enfin, je vous retrouve! J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé Antoine. Je ne sais pas où il est passé. Enfin bon, je suis là. Vous pouvez vous décaler, me faire un peu de place? Ah, on va respirer un peu ici. Oh, mais je vous reconnais! Vous êtes Tania Louis, de la chaîne Biologie tout compris, et les petites manips. J'adore! Alors, je m'appelle Shannon Hooper, et figurez-vous que moi aussi, j'ai trois doctorats! Je le sais. Même moi, je le sais. Y a-t-il quelqu'un dans le monde qui ne le sait pas? Bon, Tania, revenons à l'ADN. Ah, l'ADN. Pour commencer, est-ce que vous savez ce que veulent dire ces trois lettres? Non. ADN est en fait un sigle qui signifie acide désoxyribonucléique et qui désigne des molécules à la structure spécifique. Les molécules d'ADN sont en effet composées d'un empilement de petites briques qui se ressemblent beaucoup et qu'on appelle les nucléotides. Chaque nucléotide est lui-même composé de trois éléments. Un sucre, qui est identique dans tous les nucléotides de l'ADN, un phosphate et une base azotée. Dans tout ça, à quoi correspondent les fameuses lettres ATCG dont nous entendons souvent parler à propos de l'ADN? En fait, elles correspondent aux 4 bases azotées différentes qu'on peut retrouver dans les nucléotides de l'ADN. Ce sont les initiales de leur nom. A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Comme l'ADN est une sorte de pile de nucléotides, regarder les bases azotées de chacun des nucléotides successifs revient à lire un texte composé uniquement des lettres A, T, C et G. C'est à ça que correspondent les fameuses séquences d'ADN. J'ajoute qu'on appelle aussi l'ADN la double hélice. Regardez, je vous montre un modèle. Les bases azotées dont parlait Tania sont toujours associées de la même manière. L'adénine va avec la thymine et la guanine va avec la cytosine. C'est assez incroyable. Mais Tania, à quoi sert exactement l'ADN? Je crois qu'il est lié aux gènes et à l'hérédité. Effectivement, l'ADN est surtout connu comme étant le support de l'information génétique. Si on comparait notre génome à une grande bibliothèque dont certains livres seraient des gènes, l'ADN y jouerait le rôle du papier sur lequel seraient écrites toutes les informations contenues dans le génome. Mais ces informations ne correspondent-elles pas à la séquence dont vous parliez tout à l'heure? Si, c'est exactement ça. L'information portée par l'ADN est la séquence composée des lettres A, T, C et G, ce qui fait de l'ADN un support d'information très particulier. Est-ce que vous voyez pourquoi? L'information portée par l'ADN correspond à l'enchaînement des nucléotides qui constituent l'ADN. Si on enlève ces nucléotides, on détruit du même coup l'information et la molécule d'ADN. Pour revenir à la comparaison de tout à l'heure avec des livres, avec l'ADN, on ne peut pas effacer l'encre sans détruire le papier, et inversement. Si on empile des nucléotides pour fabriquer de l'ADN, l'information de séquence apparaît simultanément. En résumé, l'ADN est un support d'information qui n'existe pas à l'état vierge. Si le support existe, l'information existe nécessairement aussi. Je vous l'avais dit. Le fait que synthétiser de l'ADN permet automatiquement de faire apparaître de l'information est très intéressant. Surtout si on repense à ce que nous disait Shannon tout à l'heure à propos de la complémentarité des bases azotées. On a vu que les brins d'ADN s'assemblent par deux pour former une double hélice. Pour recopier l'information contenue dans cette structure, nos cellules font un petit puzzle très simple. Elles séparent les deux molécules d'ADN de la double hélice et viennent ajouter un nucléotide complémentaire en face de chacun des nucléotides qu'elles ont ainsi libérés. Un A en face de chaque T, un T en face de chaque A, un C en face de chaque G et un G en face de chaque C. À partir de ces règles toutes simples, on obtient deux hélices d'ADN identiques qui contiennent toutes les deux la même information. Si chaque nucléotide contient une information, un brin d'ADN doit en contenir beaucoup alors? Ça dépend de la longueur de la molécule d'ADN du coup.
On la mesure généralement en paires de bases, ce qui correspond à un étage de nucléotides au sein d'une hélice contenant 2 brins d'ADN. Le génome humain est composé de 46 molécules d'ADN qui mesurent en tout plus de 3 milliards de paires de bases. 3 milliards? Et tout ça dans une seule cellule? C'est vraiment tout petit. Pas vraiment, non. Je vous rappelle que le diamètre d'une cellule se mesure en micromètres, soit 0,0000001 mètre. Une taille moyenne d'une cellule humaine est de 10 micromètres, alors que l'ADN qu'elle contient mesure 2 mètres, soit 200 000 fois plus. Si l'ADN tient à l'intérieur de la cellule, c'est parce qu'il est compacté, replié sur lui-même, un peu comme peut l'être une pelote de laine. Alors là, Shannon, vous m'impressionnez par vos connaissances. Vous comprenez, au cours de mes études... Parlons un peu d'histoire pour terminer. Il est souvent dit que l'ADN a été découvert par l'Américain James Watson et le Britannique Francis Crick. Mais allons, tout le monde sait ça. En fait, Dans les années 1880, déjà, le biologiste allemand Walter Fleming a noté l'apparition de corps en forme de X dans les cellules qui se divisent. Plus tard, ces corps ont été baptisés les chromosomes. Autour de 1900, des expériences menées par Sutton et Boveri ont montré que des chromosomes d'une cellule qui se divise sont transmis à chacune de ces cellules filles et de leur théorie résulte que les chromosomes sont porteurs d'informations génétiques. À la fin des années 20, des molécules candidates sont identifiées et à la fin des années 40, les composants de l'ADN sont identifiés. Tania, pouvez-vous nous dire ce qu'ont découvert exactement Watson et Crick? Dans les années 1950, les chercheurs avaient compris l'importance de la molécule d'ADN, mais ils n'avaient pas les techniques d'imagerie dont on bénéficie aujourd'hui et ils ne pouvaient donc pas la visualiser en détail. La structure de cette molécule essentielle restait inconnue. Beaucoup de chercheurs ont travaillé pour ramasser des indices permettant de déduire cette structure à défaut de pouvoir l'observer. Watson et Crick ont de leur côté travaillé à partir de tous ces indices pour finalement être les premiers à officiellement résoudre l'énigme et découvrir la structure de l'ADN. Il ne faut pas non plus oublier le rôle passé inaperçu d'une femme. Tania, vous lui avez consacré une vidéo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Effectivement, l'histoire a surtout retenu les noms de Watson et Crick, mais comme je vous l'expliquais, ils ont résolu la grande énigme de leur époque grâce à des indices assemblés par d'autres chercheurs. Oui, on l'oublie souvent, mais la recherche scientifique est une aventure collective. Chacun s'appuie sur le travail de ses prédécesseurs. Moi-même, quand j'étudiais pour mon 2e doctorat, je me souviens que... Dans le cas de la structure de l'ADN, les prédécesseurs ont été nombreux. Griffith, Avery, Chargaff, je n'essaierai même pas d'en faire une liste exhaustive. La dernière d'entre eux étant sans doute Rosalind Franklin. Cette chercheuse avait une maîtrise incroyable de l'étude des cristaux par diffraction au rayon X. Une technique d'imagerie nécessitant à la fois des manipulations précises et des calculs complexes. Les images magnifiques qu'elle et Raymond Gosling, son étudiant, ont prises à partir de cristaux d'ADN ont été des éléments fondamentaux pour permettre à Watson et Crick de déduire la structure de l'ADN. Mais comment se fait-il que son nom soit si peu connu? Le fait qu'elle ait été une femme dans un milieu de chercheurs encore très masculin l'explique peut-être en partie. Désolée les filles. Mais ce n'est pas la seule raison. Watson et Crick avaient eu accès à des travaux de Rosalind Franklin sans qu'elle n'en soit informée et donc sans son autorisation. Du coup, il était difficile pour eux de la remercier officiellement. Ils auraient été obligés d'avouer avoir triché dans la course à la découverte de l'ADN. Ils étaient pris au piège de leurs propres mensonges. Et comment a-t-elle réagi quand elle l'a su? On pense qu'elle ne l'a jamais su. Elle avait déjà travaillé avec Watson et Crick en donnant son avis sur certaines de leurs propositions avant qu'ils ne trouvent la vraie structure de l'ADN, et elle a continué à travailler avec eux ensuite sur d'autres sujets. Elle était même très amie avec Francis Crick. Les chercheurs sont des êtres humains, leurs histoires ne se résument pas facilement en quelques lignes un peu caricaturales. Vous l'avez d'ailleurs très bien montré dans vos vidéos sur la biographie de Sophie Germain. Merci Tania pour toutes ces explications et de nous avoir donné votre temps pour tourner cette vidéo. Mais de rien, merci à vous de m'avoir invité, c'était un plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, De vous abonner à Biologie tout compris et à Scientific Fizz. à bientôt! À bientôt!